Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout pour ma santé, le podcast pour la santé et la performance du sportif. Moi, c'est Alexandre Auvray, je suis kinésithérapeute, ostéopathe et coach sportif, puis sportif d'endurance depuis de nombreuses années, notamment en cyclisme et en trail running. Et dans ce nouvel épisode du podcast, on va s'intéresser à la fameuse zone 2. Je dis bien la fameuse zone 2 et l'entraînement zone 2. Pourquoi? Parce que c'est la zone d'intensité qui a fait et fait le buzz depuis quelques temps. Dans l'ensemble des sports d'endurance, que ce soit en course à pied, en cyclisme, en triathlon, on en entend parler partout, hein. On voit que les pros l'utilisent, que c'est mis en avant par la plupart des meilleurs coachs. On en a entendu parler notamment via Pogacar et aussi avec les différents, on va dire, élites qui sont présents dans les sports d'endurance. C'est aussi le cas des coureurs à pied, des triathlètes. Est-ce que c'est vraiment la zone magique? Est-ce que c'est la zone à utiliser absolument, la plus bénéfique? Et si c'est le cas, comment l'utiliser? C'est un peu tout ce qu'on va voir dans cet épisode. Parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui circulent au sein de la zone 2 concernant l'entraînement dans les sports d'endurance, mais tout est relativement flou, à savoir de quoi on parle vraiment quand on parle de la zone 2, comment on peut la calculer et la personnaliser, parce que c'est ça qui est important finalement pour s'entraîner et en tirer dans la bonne zone et en tirer un max de bénéfices. Les différences éventuelles d'un sport à l'autre, notamment entre la course à pied et le cyclisme, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et les différentes erreurs qu'on peut retrouver quand on fait de la zone 2 chez la plupart des sportifs amateurs et qui font que malheureusement on n'obtient pas suffisamment de progrès. Je vais aussi vous présenter des exemples de programmes concrets à suivre en fonction de votre niveau. Et puis, ce qui se passe vraiment chez les athlètes professionnels, chez les champions. Qu'est-ce qu'ils font vraiment de cette zone 2 et comment ils l'utilisent? Et la différence justement entre la zone 2 du coureur élite pro versus la zone 2 de l'amateur. Parce que le but, c'est que derrière, vous utilisiez cette fameuse zone 2 à bon escient dans votre entraînement, hein, et que vous vous fiez pas uniquement à ce que vous lisez à droite à gauche, qui sont souvent des choses qui sont adaptées aux professionnels. Donc on va traduire ce qui se fait de bien chez le professionnel pour l'appliquer et le transcrire vers la pratique amateur, et c'est ça qui est important. Pour commencer, on va d'abord, forcément définir la zone 2. Pour la petite histoire, la zone 2, elle a été, démocratisée et popularisée notamment par l'ancien entraîneur de Tadej Pogacar qui, s'appelle Inigo San Milan, qui pardon, a, participé à différents podcasts, notamment aux États-Unis, des podcasts qui sont très écoutés mondialement et très réputés. Et c'est là qu'il a parlé de l'intérêt de la zone 2, qu'il a parlé du travail qu'il faisait en zone 2. Et à partir de là, on a eu pas mal d'entraîneurs, notamment au début dans le cyclisme, qui ont parlé de cette fameuse zone 2. Et là, on a commencé à entendre finalement, en fait, tous les autres sports d'endurance concernant le travail d'entraînement en zone 2. De quoi on parle quand on parle de zone 2? Parce que c'est ça qui est important finalement. Donc quand vous pédalez, vous courez en zone 2, c'est que vous courez dans une zone dite d'endurance, heu, avec une allure qui est considérée comme un effort modéré et durable. On va définir exactement ce que ça veut dire, et dans cet effort, votre corps, il fonctionne principalement en aérobie. Ça veut dire que il utilise l'oxygène pour ensuite, via les graisses et ou les glucides, produire de l'énergie, produire de l'ATP pour la contraction musculaire. Et c'est une forme d'intensité qui permet également de ne pas accumuler de façon excessive de lactate dans le sang et de déchets métaboliques. Donc on va dire que c'est la zone d'endurance la plus élevée qui permet de travailler les différentes adaptations qu'on veut rechercher en endurance. On va les développer au sein du programme sans ressentir une fatigue un peu plus prématurée. Hem, on peut différemment, en fait, en utilisant différentes caractéristiques physiologiques, on va définir la zone 2 parce que sinon ça veut tout et rien dire.
Hem, on peut définir la zone 2 en termes de fréquence cardiaque. À savoir que quand on regarde les différents modèles de fréquence cardiaque et les modèles d'intensité d'entraînement, le plus pertinent à utiliser et le plus logique, c'est le modèle du comité olympique norvégien qui repose sur des données qui ont été récoltées sur les athlètes de haut niveau et de bon niveau, notamment en Norvège, mais qui est utilisé quasiment par tous les meilleurs sportifs et athlètes d'endurance dans le monde. Et ce modèle-là, que j'ai présenté dans mon épisode complet sur les différentes zones d'intensité d'entraînement et que je vous recommande vivement en complément de celui-ci, sinon vous allez perdre beaucoup d'informations utiles. Et dans ce modèle, on définit la zone 2 comme une zone qui est située entre 72 et 82% de votre fréquence cardiaque maximale. Je devance ce que vous êtes en train de peut-être de vous dire, c'est bah, je comprends pas, moi ma zone 2 sur ma montre, c'est pas du tout ça. Je vais pas m'étendre trop sur le sujet parce que j'en ai beaucoup parlé, j'ai tout expliqué dans le fameux podcast que j'ai fait l'épisode sur comment bah, finalement déterminer vos zones personnalisées d'entraînement. Mais la zone 2, justement, il faut bien comprendre de quoi on parle. Quand on parle et que vous entendez parler des bénéfices de la zone 2, c'est la zone 2 que je vais vous décrire ici. C'est celle qui, à la base, a été utilisée par les professionnels. Et il y a certains documents et papiers scientifiques qui ont pris le temps d'essayer de standardiser les choses et de dire, voilà, entre les différents meilleurs coachs qui travaillent dans ce domaine, on se met d'accord, on se réunit et on dit quels sont les moyens, les caractéristiques qui définissent notre zone 2 dont on parle et qu'on utilise à l'entraînement. Donc c'est pas la zone 2 que vous retrouvez sur votre Garmin, hein, qui va vous donner un pourcentage de fréquence cardiaque entre 60 et 70. Ça, c'est pas la zone 2 des professionnels ni des amateurs en soi. C'est pas la zone 2 dont on entend parler à droite à gauche. Ça, c'est pas bon. C'est un modèle avec 72 à 82% de la fréquence cardiaque maximale. La zone 2, c'est la zone juste en dessous de votre premier seuil aérobie, votre premier seuil ventilatoire qu'on appelle le SV1. Au-delà de ce fameux seuil ventilatoire, parce qu'on commence à produire plus de lactate, on a tendance à augmenter l'élimination et la production de CO2. C'est là qu'on voit une différence dans les échanges gazeux si on vous fait faire un test à l'effort. Et on considère qu'à partir de ce seuil, on rentre dans des filières où on accumule de la fatigue plus vite. On rentre dans des zones d'intensité d'entraînement qui sont considérées comme nettement plus intenses. En dessous de ce fameux seuil SV1, on est dans de la zone d'endurance, à savoir la zone 1, endurance fondamentale, puis la zone 2, qui est vraiment située juste sous le seuil SV1. En termes de lactate, forcément, ça va pas vous parler parce que vous ne testez pas forcément votre lactate à l'entraînement, mais on est sur des valeurs comprises entre 1 à 2 millimoles. Le lactate, souvent, on a d'abord la valeur de base, la plus basse. Vous faites un effort très très léger, vous le faites pendant 30 minutes, vous prenez votre lactate, là vous avez votre valeur de référence, la plus basse possible. En fonction de votre niveau, ça va être 0,8 jusqu'à 1,5 millimoles par litre. Lorsqu'on est en zone 2, on n'est pas au niveau de base. On est juste en dessous. Juste au-dessus. C'est-à-dire qu'on est plutôt entre 1 et 2 millimoles. Parce qu'on a un peu plus de production de lactate que sur de la zone 1, mais on arrive à réutiliser majoritairement notre lactate via nos mitochondries pour produire à nouveau de l'énergie. Je vous rappelle que le lactate, ce n'est pas du tout un déchet. Hein, c'est quelque chose qui est très utile, une molécule qui provient de l'oxydation des glucides et qui peut ensuite être réutilisée, réabsorbée par nos tissus, pas que les muscles, hein, beaucoup le tissu cardiaque, le cerveau à l'effort, euh, et qui va être réutilisé pour produire de l'énergie. Donc, en zone 2, on a un lactate stable. Ça veut dire que vous pouvez vous entraîner plusieurs heures sur cette zone sans que le lactate augmente beaucoup. Quand on franchit notre SV1, le haut de notre zone 2, là, notre lactate commence à augmenter de plus en plus en fonction de l'intensité de l'effort.
C'est important de comprendre parce qu'à la base, même si vous n'utilisez pas le lactate à l'entraînement, vous allez peut-être être amené à le faire parce que les premiers moniteurs de lactate à l'effort commencent à sortir cette année, en 2026, et on va avoir de plus en plus d'intérêt à utiliser cette donnée à l'entraînement grâce à ça. Et puis c'est surtout parce que c'est souvent à partir du lactate et ou de la respiration qu'on a défini nos zones et nos seuils. Donc si vous comprenez pas ça, c'est un peu plus compliqué. En termes de respiration, et ça c'est ça qui est important, vous êtes dans une respiration contrôlée. On n'a pas un essoufflement majeur, mais on respire pas non plus comme si on était dans notre canapé. En zone 1, on est vraiment dans un essoufflement très très léger, hein. On peut complètement parler normalement, avoir une conversation totalement normale. En zone 2, surtout si on est un sportif entraîné, on a un essoufflement léger. On peut toujours parler correctement, on peut articuler des phrases complètes sans avoir besoin nécessairement de reprendre notre souffle au milieu de la phrase et de couper. Donc c'est ça qui définit la zone 2. Mais par contre, on sent que c'est quand même un peu plus pénible que si on était au repos. Voilà. Si vous ne pouvez pas parler correctement et avoir cette possibilité de faire des phrases complètes, c'est que vous êtes plus en zone 2, vous êtes au-delà, hein. En termes de RPE, le ressenti de l'intensité de l'effort. Donc c'est une échelle qu'on utilise entre 0 et 10. 0, pas d'effort du tout. 10, effort maximal le plus intense. On est sur une échelle de 2 à 3 sur 10. On peut même parfois, chez les athlètes très entraînés, voire professionnels, avoir du 4 sur 10. Pas plus. Au-delà, on n'est plus dans de la zone 2. Ça reste un rythme facile, un petit peu soutenu. On n'est pas non plus dans de la zone 1 où on a l'impression vraiment de se balader complètement. Donc la marge, elle est très très fine. En ce qui concerne l'allure en VMA, pour la course à pied, on est sur du 55 à 72% de la VMA. Donc c'est une allure détendue, tranquille. Il faut savoir que cette zone 2, maintenant qu'on l'a bien définie, plus vous êtes entraîné, plus l'athlète est entraîné et avec un bon niveau, plus sa zone 2, entre guillemets, elle est difficile. Dans le sens où il peut aller relativement vite, il peut développer beaucoup de puissance tout en restant sur cette zone 2. Alors que chez l'amateur, un rien, on est déjà en zone 2, en fait. Voilà. Et on peut même avoir du mal à rester en zone 2 et être trop vite en zone 3. C'est pourquoi on fait beaucoup d'erreurs à l'entraînement concernant cela. Donc là déjà, vous avez quand même les différentes caractéristiques concernant la zone 2. La petite chose aussi à bien comprendre, c'est la différence entre la zone 1 et la zone 2, même si je l'ai un petit peu évoqué. Zone 1, pour moi, c'est de l'endurance fondamentale. Ah, elle est importante aussi. Elle est en dessous de la zone 2, donc entre 55 et 72% de la FC max, avec aisance respiratoire totale, effort le plus léger possible en soi. La zone 2, c'est de l'endurance active. On n'est plus tout à fait dans le même effort. Ce sont des zones complémentaires. Chez un athlète amateur, entraîné mais avec un niveau moyen à faible, zone 1, zone 2, on voit pas trop de différence parce qu'en fait, c'est tellement resserré que vous avez pas beaucoup de marge. Vous êtes rapidement en zone 2, c'est même difficile de rester en zone 1, même si c'est très important de travailler votre endurance fondamentale pour de nombreuses raisons. Je ne vais pas les redévelopper parce que j'ai fait un podcast entier, un épisode entier sur l'endurance fondamentale et comment la travailler, comment la développer, ultra complémentaire à ce travail de zone 2. Parce que si vous faites que de la zone 2, vous n'aurez pas forcément les progrès escomptés que vous recherchez et vous allez manquer une pièce du puzzle. Hein, c'est important de le retenir. Alors que, comme je vous ai dit, zone 2, hein, on n'est plus tout à fait dans de l'endurance fondamentale, on est dans de l'endurance dite active, hein. On a quand même un effort. On sent qu'on est en train de quand même un peu tenir un rythme un peu soutenu. On appuie un peu sur les pédales si on fait du vélo. On n'est pas là en train de juste faire tourner les pédales. C'est ça la différence entre la zone 1 et la zone 2. Attention, quand on est sportif de haut niveau, la zone 2,
c'est plus dur que ça n'y paraît. Si vous êtes un coureur qui n'est pas pro ou un cycliste qui n'est pas pro mais qui a un très bon niveau, c'est la même chose, hein, votre zone 2 elle est quand même costaud. Donc certes, vous pouvez passer du temps en zone 2, mais on verra dans la partie différence amateur pro, vous n'allez pas non plus pouvoir, tout le temps tout faire en zone 2, c'est le piège. Le piège, c'est qu'on vous dit tout le temps, maintenant, on entend partout: «Ah l'endurance, faut faire de la zone 2». Mais en fait, la zone 2, c'est la partie la plus, entre guillemets, «la plus intense» de votre spectre d'endurance, de votre zone d'endurance. Et les 2 sont importantes, la zone 1 et la zone 2. Donc il faut vous dire que dans votre pourcentage de volume d'entraînement que vous faites en endurance, si vous avez des volumes faibles, vous pouvez faire du 50-50, moitié zone 1, moitié zone 2. Puis le reste, de vos séances, vous ferez des intensités. Si vous êtes plus entraîné, avec un meilleur niveau, là, on commence à faire plus de zone 1, un peu moins de zone 2. Et le 70-30, 70 de zone 1, 30 de zone 2, dans la partie d'endurance, de votre volume d'endurance, ça devient plus pertinent. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, on va pouvoir désormais, expliquer exactement pourquoi la zone 2 elle fait progresser. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec des bénéfices qu'on observe quand même dans tous les sports d'endurance? Pourquoi finalement les meilleurs coureurs du monde, ils passent 80 de leur temps en endurance globale, zone 1 plus zone 2 et donc une grande partie en zone 2? Et puis pourquoi ça fonctionne aussi chez l'amateur et le commun des mortels? La première chose, c'est que vous avez une augmentation de la capacité des mitochondries. Quand vous travaillez en zone 2, vous développez vos petites usines énergétiques qui produisent l'énergie dans vos cellules musculaires. Vos petites mitochondries, elles utilisent les graisses, elles utilisent les glucides, l'oxygène, et grâce à ça, via des procédés chimiques complexes, elles vont produire de l'ATP. Et l'ATP, c'est ce qui va ensuite permettre de donner l'énergie à la contraction musculaire. Donc c'est ce qui va vous faire avancer. Quand on travaille en zone 2, sur ces zones-là, on stimule la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire la création de nouvelles mitochondries. Donc on a plus de mitochondries dans nos cellules musculaires. Qui dit plus de mitochondries dit plus de production d'énergie. Donc si on a plus d'énergie, on peut contracter plus fort, on va dire, et mieux nos muscles. Et on a aussi une amélioration de la capacité respiratoire mitochondriale, c'est-à-dire qu'on a des mitochondries qui deviennent plus efficaces pour produire de l'énergie. Donc concrètement pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de produire plus d'énergie. Donc vous allez forcément courir plus vite, pédaler plus vite, tout en retardant la fatigue. Ça va améliorer votre endurance notamment musculaire. Deuxième point, très très important, et c'est un peu le nerf de la guerre dans la zone 2, et c'est comme ça que aussi on peut la définir. La zone 2, c'est une zone qui permet d'améliorer, optimiser l'oxydation des graisses à l'effort. Si vous courez en zone 2 et vous ne dépassez pas votre zone 2, vous êtes dans la zone où vous utilisez le plus de graisse comme carburant pour fournir de l'énergie. Pour rappel, je l'ai déjà fait dans les autres épisodes, mais si vous n'êtes pas au courant, lorsqu'on fait un effort physique, on a notre énergie qui est produite principalement via l'oxydation des graisses, c'est-à-dire qu'on a nos graisses qui sont soit des graisses circulantes dans notre sang, soit dans nos réserves de graisse, qui sont utilisées dans nos cellules musculaires, puis via les mitochondries pour produire l'ATP et la contraction musculaire nécessaire. Et puis vous avez une autre partie, c'est les glucides, avec nos réserves de glucides qui sont situées sous forme de glycogène dans notre foie et nos muscles. Et puis, du coup, on a un mix entre les 2. On a toujours une part de graisse, toujours une part de glucides, principalement à l'effort. Plus l'effort est, peu intense et léger, plus on va avoir une part importante de graisse comparativement aux glucides. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, quand on travaille sur cette filière et qu'on utilise préférentiellement nos graisses pendant l'effort, Hem, on peut tenir beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a des réserves de graisse qui sont quasi illimitées, même si vous êtes, un sportif, ultra affûté, vous avez de quoi avancer pendant des jours. Voilà.
Par contre, nos réserves de glucides, elles sont limitées, hein. Le glycogène est limité. Vous pouvez faire 2-3 heures, à un effort assez soutenu, puis après, bah, là, vous heurtez le mur du marathon classique qu'on connaît, la panne, et l'hypo, et donc c'est là souvent qu'on a la fatigue qui, s'installe, et quand on travaille en zone 1 et aussi en zone 2, principalement là, on parle de la zone 2, on est dans la zone que l'on appelle le fat max. C'est-à-dire que notre oxydation des graisses, elle est censée atteindre son maximum. Ça veut dire que en termes d'énergie, de production d'énergie, là, on est au max de nos capacités concernant l'oxydation des graisses. C'est pour ça, notamment, qu'on arrive, en force de s'entraîner en zone 2, à améliorer ce chiffre, à le repousser dans nos zones d'intensité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller plus vite ou produire plus de watts, heu, tout en restant dans la zone d'endurance et de fat max, et donc d'être plutôt, durable, on va dire, dans l'effort, et de préserver notre glycogène pour les efforts plus intenses et ou très longs. C'est important de préciser qu'il y a d'énormes différences, dans nos capacités à oxyder les graisses. Notamment, si on s'intéresse à, certaines données, on sait que chez les coureurs professionnels, ils peuvent brûler jusqu'à 1 à 1,5 grammes de graisse par minute en zone 2, fat max. Donc sachant que, 1 gramme de graisse, c'est 9 kilocalories, vous pouvez, donc produire beaucoup d'énergie, entre 9 et donc, on va dire 14. Ensuite, si on est logique, quand on regarde les chiffres concernant les amateurs, on est plus sur du 0,4 à 0,8 grammes par minute de graisse. Donc l'amateur, il va pouvoir produire beaucoup moins d'énergie que, le professionnel. Quasiment la moitié moins via les graisses. Il va très vite taper dans ses glucides pour avancer. Et donc c'est pour ça, et notamment, que les athlètes très entraînés sont plus endurants, plus résistants pardon, et plus performants. C'est parce qu'ils ont travaillé cette zone de fat max. Attention, et c'est là que c'est important de bien comprendre les choses. Si vous allez un peu trop vite, vous passez votre zone 2, vous passez votre premier seuil SV1, vous commencez à vous essouffler. Là, vous n'êtes plus dans votre zone d'oxydation maximale des graisses. Elle commence à chuter significativement. Et chez les athlètes, amateurs, on a souvent une chute plus rapide de l'oxydation des graisses. Et enfin, on est très différent d'un sportif à l'autre. Il y en a qui vont avoir une oxydation des graisses importante à des niveaux d'intensité bien plus faibles, et qui sont, déjà un peu limite en zone 2, c'est-à-dire ils sont plus dans leur oxydation maximale des graisses. Donc on peut pas, comparer forcément 2 athlètes, et on verra que la zone 2 est très individuelle finalement. Donc attention à ne pas tout faire en zone 2 à la limite de l'essoufflement, parce que vous risquez de franchir votre, seuil d'oxydation maximale des graisses, et donc de plus trop travailler cette filière, alors que c'est quasiment le truc le plus important à développer, à travailler dans cette zone d'intensité. On a également, en troisième point, une amélioration, une augmentation de la capillarisation musculaire. Quand on bosse en zone 2, on augmente notre réseau de capillaires sanguins autour des fibres musculaires. On a nos petits vaisseaux sanguins qui se multiplient, qui se propagent. On a un meilleur réseau routier. Et grâce à ça, on apporte plus d'oxygène et de nutriments aux muscles, et on peut éliminer plus rapidement le CO2 et le lactate pour les réutiliser. On a donc une récupération accélérée et une endurance améliorée. En quatrième point, on a une meilleure gestion du lactate. On l'a précisé, mais je refais, la remarque ici. Attention, c'est une idée reçue à vraiment corriger. Le lactate, ce n'est pas un déchet toxique. C'est un produit dérivé de la combustion des glucides. Donc quand on oxyde des sucres pour produire de l'énergie, on a en produit dérivé, on produit du lactate. Ce lactate, il est réutilisé. C'est un carburant, en fait. Il est réutilisé par nos muscles, nos cellules du cerveau, nos différents tissus de certains organes, notamment le cœur, et ça produit aussi de l'énergie. Donc, plus on est efficace à réutiliser le lactate, et plus on va pouvoir produire encore plus d'énergie, encore plus d'ATP.
Et ce qu'on voit, c'est que les athlètes entraînés, que ce soit amateurs ou professionnels, ils sont capables de réutiliser beaucoup le lactate qu'ils produisent, en fait. Et donc c'est super intéressant parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces pour produire de l'énergie. Puisqu'ils produisent de l'énergie via les glucides et en plus, ils réutilisent la partie lactate qui a été produite, pour aussi produire de l'énergie. Chez un athlète qui n'est pas entraîné, le lactate, il n'arrive pas trop à être réutilisé, il s'accumule rapidement dans le sang. Ce qu'on veut en zone 2, c'est rester dans les zones où le lactate ne s'accumule pas. Et on veut entraîner la capacité de votre corps à réutiliser ce lactate en source d'énergie, à repousser vos seuils d'effort à des intensités plus élevées pour que vous puissiez courir longtemps, courir vite, pédaler longtemps, pédaler vite. Et vous êtes bien plus endurant. Vous êtes capable aussi, parce que vous réutilisez mieux le lactate, de mieux récupérer entre des efforts intenses et d'être plus efficace sur les efforts intenses. Et enfin, en dernier point, c'est vraiment la fondation, la zone 2, pour les entraînements de haute intensité également et pour, optimiser, on va dire, bonne récupération. Quand on fait de l'entraînement zone 2, mais c'est aussi valable pour la zone 1, on construit notre base d'endurance, notre base aérobie, notre moteur. Plus ce moteur il est développé via les bénéfices et les effets physiologiques qu'on vient de voir, plus derrière on va pouvoir encaisser nos séances intenses. Parce qu'on a plus de mitochondries, on a plus de capacité à produire de l'énergie, donc on peut faire des efforts répétés plus intenses, plus rapides, plus forts en zone 5, parce qu'on va récupérer plus vite entre les séries et les répétitions, parce qu'on réutilise le lactate qu'on a produit, et donc du coup on ressent moins de fatigue. Et puis on a une meilleure tolérance au stress général, parce que la zone 1, la zone 2, c'est plutôt une zone qui active le système nerveux parasympathique qui calme, qui aide à récupérer, à l'inverse des intensités qui tapent dans l'orthosympathique, où on produit beaucoup de cortisol. Et on veut donc contrebalancer, c'est pour ça qu'on parle d'entraînement dit polarisé, avec beaucoup de temps, notamment au moins 80% de son temps d'entraînement en zone 1 et zone 2, et pas que de la zone 2 comme on vient de le voir, et puis également les 20% restants sur des zones d'intensité 3, 4, 5 pour travailler des intensités spécifiques en fonction des efforts que vous devez réaliser en course et de la demande de vos objectifs. On sait globalement, que ça soit chez le professionnel comme chez l'amateur, l'athlète qui néglige le travail d'endurance aérobique, que ce soit en zone 1 et en zone 2, il va vite plafonner parce qu'il n'a pas son système aérobique suffisamment développé pour supporter le travail intense. C'est la grosse erreur qu'on voit partout. Si vous êtes sportif et que vous observez, vous voyez que souvent on se concentre sur les intensités. On se dit que c'est ça qui va nous le fractionner, c'est ça qui va nous faire passer un cap. Oui, mais c'est un ensemble. Hein. Ça va fonctionner si à côté vous avez ce qu'il faut en endurance, en travail de volume, pour récupérer, mais aussi pour construire le moteur. Et là, ça va devenir beaucoup, beaucoup plus efficace. Là où les athlètes qui font que du fractionné essentiellement et très peu de volume en endurance vont vite stagner. En fait, ils vont être en forme, entre guillemets, parce que c'est jamais des niveaux de forme très élevés, mais ils vont être en forme assez rapidement. Et puis après, ils vont stagner. Ils atteignent un plateau de stagnation. Alors que si vous faites une grosse base d'abord d'endurance, et c'est ce qu'on a vu dans le podcast, l'épisode sur l'endurance fondamentale, développement de cette endurance, plus votre base elle est solide, plus après derrière vous allez pouvoir améliorer votre forme et avoir un plafond de performance bien plus élevé et surtout encore plus important d'année en année. Vous allez en plus pouvoir progresser d'une année sur l'autre. Attention, c'est le moment de préciser quelque chose d'important. La zone 2, ce n'est pas une zone magique. C'est pas la seule zone importante. On a eu une étude scientifique notamment qui a parlé de ça, qui a étudié les bénéfices de la zone 2 qu'on vient de préciser, qui sont mis en avant désormais. Mais si vous faites que de la zone 2 et vous faites pas du tout d'intensité, bah vous passez à côté de beaucoup de choses. La zone 2, c'est pas magique. Faut pas se dire ah j'en entends tout le temps parler, je vais faire que ça. Alors si vous faites que ça et que vous faites beaucoup de volume, vous allez vous cramer, surtout si vous avez un bon niveau. Et puis si vous faites que ça et qu'en plus, par exemple, vous avez pas beaucoup de volume, ça va pas être suffisant et vous allez manquer notamment
des séances intensives. Donc on le verra dans la partie programme, mais il faut vraiment comprendre que la zone 2 elle est super, mais il faut l'intégrer dans un plan bien construit et logique. On doit la combiner à des intensités plus élevées. Si vous avez un très, très peu de volume d'entraînement, moins de 5 heures semaine, là, vous allez passer moins de temps en zone 2 et vous allez devoir travailler un peu plus les intensités pour optimiser, maximiser votre temps d'entraînement. Attention, il vous faudra toujours du temps d'endurance, toujours, toujours. Et ce sera pas autant, peut-être pas la même part que ceux qui ont plus de 5 heures, 8 heures d'entraînement par semaine. De bien comprendre ça parce que, il faut que ça soit clair dans la tête, dans votre tête de sportif, parce que si vous entendez désormais parler de la zone 2, vous pourrez vous dire: «Ouais, ouais, ils ont raison d'en parler, mais attention, c'est pas magique et on doit pas tout faire en zone 2». Donc on a vu les différentes, heu, la définition de la zone 2 et également, finalement les bénéfices. Donc ça, c'est important. Dans la partie qui va venir, je vais vous donner alors je vais résumer comment vous allez pouvoir calculer votre zone 2. C'est-à-dire vous dire: «OK, maintenant j'ai compris le concept. À l'effort, comment je fais pour savoir si je suis en zone 2 ou pas?» Et ensuite, on verra les spécificités course à pied versus, vélo. Hein, ça, c'est important. Donc comment on calcule la zone 2? Comment vous faites sur le terrain pour, déterminer votre zone 2? Parce qu'elle est très, très individuelle, hein. 2 coureurs, du même âge et du même niveau, ils peuvent avoir heu, des zones 2 différentes. Il faut ressentir les choses. Vous avez d'abord, et c'est la méthode que je trouve la plus utile, c'est la respiration avec le fameux test de la parole. C'est très précis et ça fonctionne très bien et c'est pour tout le monde, tous les niveaux. On n'a pas besoin d'outils, on doit se connecter à soi-même. En zone 2, vous êtes capable de parler et de passer ce fameux test de la parole qui consiste à, parler pendant que vous êtes en train de faire un effort, avec des phrases normales, comme si vous étiez en train de raconter votre soirée ou votre week-end à un ami et vous pouvez, f enchaîner vos phrases, des phrases longues, complètes, sans être obligé de reprendre votre souffle en plein milieu de la phrase. Attention en zone 2, contrairement à la zone 1, on est quand même un petit peu essoufflé. On a tendance, à avoir un peu plus d'essoufflement que quand on est en zone 1. C'est quand même pas hyper agréable de complètement, converser comme si de rien n'était. On n'est pas comme dans son canapé. Mais en soi, si on se concentre, on peut, enchaîner les phrases longues. Bien sûr, entre des phrases longues, on est obligé de reprendre un peu son souffle, d'accord? On n'est pas en aisance respiratoire totale. Et ça, c'est vraiment un test de la parole qui est très, très réputé et reconnu par les meilleurs coachs, même par les scientifiques. Il y a des études scientifiques qui ont validé ce test. Et souvent, en fait, ce test, il permet de valider donc la zone 2, mais notamment la limite haute de notre endurance, c'est-à-dire notre fameux seuil ventilatoire SV1. Et on a vu, hein, que c'était assez bien corrélé, le test pour, en tout cas définir cette zone et ce seuil. Si vous ne fran vous êtes obligé de couper votre phrase pour reprendre votre souffle, vous êtes au-delà en termes de fréquence respiratoire. Vous êtes plus en zone 2, vous êtes en zone 3 ou plus et donc vous avez quitté la zone dite d'endurance pure, fondamentale ou active. Donc quand vous allez vous entraîner à vélo, en course à pied, de temps en temps, toutes les 5-10 minutes, au début en tout cas, vous essayez de vous dire: «Ah bah OK, je vais me raconter une petite histoire, je vais essayer de voir si ça semble être cohérent. Puis si vous êtes avec un collègue d'entraînement, c'est encore plus simple. Ensuite, vous avez le cardio. Vous pouvez utiliser le cardio. Heu, le cardio, il est intéressant. Heu, alors non, je vais garder le cardio juste après. J'ai oublié de vous préciser, deuxième point important, sensation d'effort. Vous allez pouvoir mesurer l'intensité de votre effort comme on l'a vu au départ. C'est ce qu'on appelle la RPE, entre 0 et 10. On est sur du 2-3/10 en intensité d'effort. La zone 1, on est plutôt sur du 2. La zone 2, on se rapproche plus du 3/10. Donc c'est un effort, léger à modéré, pas plus. Si vous commencez à passer le 3-4/10, là progressivement vous entrez dans la zone 3 et normalement vous allez aussi sentir que votre respiration s'accélère.
Et là, vous n'êtes plus dans la bonne zone. Donc, c'est bien de coupler les deux. Et ce sont donc vos sensations et votre respiration qui doivent primer sur toutes les méthodes qu'on va voir après pour déterminer la zone 2 et les zones d'endurance. C'est pas simple quand on n'a pas l'habitude, mais vous allez voir vous allez pouvoir donc utiliser des outils type fréquence cardiaque, allure en course à pied, puissance à vélo, pour justement, on va dire, régler, affiner vos sensations. Ça sera intéressant. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec vos sensations, vous allez pouvoir utiliser le cardio. Dans le cardio, zone 2, 72, 70 à 82 de votre fréquence cardiaque max. Attention, il faut bien définir votre fréquence cardiaque max. Il ne faut pas prendre une estimation via une équation avec votre âge. C'est pas du tout efficace. Il peut y avoir jusqu'à plus ou moins 10 battements d'erreur. Et derrière, quand vous faites les pourcentages de zone, tout est faux. Donc il n'y a rien qui correspond. Je vous rappelle l'épisode sur les zones de fréquence cardiaque, comment vous allez les personnaliser, indispensable pour vous. Donc vous faites un test de FC max, vous faites un test type 3 fois 3 minutes à fond sur une séance où vous êtes reposé en forme avec 2-3 minutes de récup entre chaque et un bon échauffement avant. Et logiquement, si vous faites 3 fois 3 minutes à bloc en montée, que ce soit vélo ou en course à pied, vous allez réussir à taper la fréquence la plus élevée possible qui sera votre FC max réel. Il faut faire en course à pied si vous faites de la course à pied, en vélo si vous faites du vélo. Voilà. Et les deux si vous faites les deux, parce que la FC max sera différente et la zone 2 sera différente, course à pied versus vélo. Et ensuite, vous avez donc votre zone 2 qui se détermine avec ce pourcentage de 72 à 80% de votre FC max. 70 à 80% si vous le souhaitez, on n'est pas à 2% près, mais voilà, ça c'est le modèle classique norvégien. Ensuite, il y a pourcentage de VMA. Quand on regarde les études, en moyenne, je dis bien en moyenne, la zone 2 elle correspond à 55 à 72% de votre VMA. Encore faut-il connaître votre VMA et faire un test de VMA. À titre d'exemple, un coureur amateur d'un niveau, on va dire moyen, il peut avoir une VMA à 15 km/h. Sa zone de basse, elle va être située à 8,25, sa limite haute de zone 2 à 10,8 km/h. 5,33 au kilo. Ça va pas vite, hein. Et là, c'est la limite haute, donc de la zone 2. Imaginez, hein, si on considère un peu de zone 1, autant vous dire qu'en endurance, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui courent à la bonne vitesse. Pour ça aussi qu'il y a autant de stagnation, autant de blessures, hein, j'ai oublié de le préciser, mais c'est important, parce que globalement, on court trop vite dans nos sorties d'endurance, donc c'est important de bien réajuster tout ça. Et l'allure, encore une fois, hein, c'est en complément. On se fie pas que à l'allure. On regarde d'abord ses sensations, sa respiration, son cardio. Attention, comme je l'ai dit, le cardio peut varier d'une journée à l'autre. Il peut être plus ou moins haut en fonction de votre stress, votre repos, votre hydratation, la caféine ou pas, bref. Donc, on se fie d'abord aux sensations. Et ensuite, on utilise le cardio. Si vous n'arrivez pas à vous fier aux sensations, vous mettez dans les zones de fréquence cardiaque qu'on a vues. Attention, ce sont des moyennes, hein, ce sont des moyennes. Ça ne veut pas dire que tout le monde rentre dans cette fourchette. Chez certains athlètes, ça sera peut-être des pourcentages légèrement plus élevés, et puis chez d'autres, légèrement plus faibles. D'où l'importance d'apprendre à utiliser votre cardio pour ensuite apprendre aussi à ressentir les choses. Donc, vous pouvez partir de votre fréquence cardiaque, vous mettez dans votre zone 2 définie par la fréquence cardiaque, vous faites plusieurs minutes comme ça et vous voyez si vous arrivez à faire au moins 1 heure sans être dans le mal. Et puis, si vous êtes stable en respiration, en intensité d'effort et si ça vous paraît cohérent. Vous ne devez pas être fatigué à la fin de votre heure. Vous devez bien récupérer d'une séance à l'autre. En vélo, on a la possibilité d'utiliser la puissance avec notamment le test de FTP. Attention, le test de FTP, si vous avez la puissance sur le vélo, c'est un test qui se fait correctement. Il y a un protocole à suivre, bien précis, et pas juste 20 minutes à fond et je prends mon FTP. Non. Et c'est pas non plus 20 minutes à fond et je prends 95% du FTP. Il y a un protocole à suivre. Il y a un effort maximal de 5 minutes à faire avant les 20 minutes. Parce que quand on veut faire une estimation de notre FTP,
On veut faire une estimation de la puissance maximale qu'on peut développer, tenir, soutenir pendant 1 heure. On ne fait bien sûr pas un chrono d'1 heure pour évaluer notre FTP, parce que mentalement c'est trop difficile et puis ce serait trop fatigant dans nos entraînements. Donc c'est pour ça qu'on a proposé un protocole différent. Et ce protocole, il a été étudié pour essayer de se rapprocher des données sur 60 minutes. Si vous faites que 20 minutes pures d'effort et vous multipliez par 0,95, votre FTP, il sera trop haut par rapport à la réalité. Et là, vous aurez aussi des zones qui sont erronées. Donc j'ai mis dans la description de l'épisode un lien vers notamment mon article complet sur la zone 2 en cyclisme avec la possibilité de faire le fameux test de FTP et d'utiliser ensuite votre FTP pour définir votre zone 2 avec un calculateur précis. Et ça correspond dans un modèle de Kogan à 56 à 75% de votre FTP. Chez les professionnels en cyclisme, on peut avoir des données différentes concernant la puissance, avec plutôt ce qu'on appelle le critical power, la puissance critique, qui n'est pas la même chose que le FTP, qui n'est pas mesurée de la même façon. Et dans les études récentes qui ont plus ou moins expliqué de façon claire comment la zone 2 était utilisée en cyclisme pro, on est sur du 75 à 80% du critical power, la puissance critique. Donc on est plus sur du 75 voire plus, 80 même, de la FTP. Mais ça, c'est valable pour un cycliste plutôt de très bon niveau, élite 2, professionnel et plus. Parce que plus on est entraîné et plus notre zone 2 elle est élevée par rapport à nos capacités globales. C'est ce qu'il faut aussi retenir. Donc voilà, vous avez les différentes méthodes. Ensuite, il y a la méthode du lactate. Bien entendu, je ne vais pas la développer, mais si vous êtes quelqu'un qui utilise le lactate à l'entraînement, ce qui est possible, vous pouvez me contacter, me poser vos questions à ce sujet. Je me ferai une joie de vous répondre parce que c'est un sujet qui me passionne. Donc voilà pour les méthodes. J'ai dans mes différents articles, notamment concernant la zone 2 en course à pied et la zone 2 en vélo, j'ai mis des calculateurs à l'intérieur. Vous allez pouvoir rentrer votre fréquence cardiaque max ou votre puissance FTP si vous la connaissez, ou faire les différents tests pour le faire, pour les déterminer, votre VMA si vous connaissez votre VMA en course à pied, et je vais vous donner du coup une estimation de votre zone 2. J'ai aussi de quoi vous proposer des calculateurs pour l'ensemble des zones. Tout ça, c'est dans la description de l'épisode. Donc, on va passer, avant de parler des différents programmes d'entraînement et séances, on va parler rapidement des spécificités entre, on va dire, la zone 2 en course à pied et la zone 2 sur le vélo. Il faut savoir qu'en course à pied, on ne peut pas jouer sur la puissance, donc on joue beaucoup sur le ressenti pour la zone 2 et beaucoup sur la respiration. C'est ce qui fonctionne souvent. Il faut faire aussi attention à bien gérer le dénivelé, à savoir que, globalement, quand vous avez, notamment en trail, des terrains vallonnés, c'est plus compliqué de rester en zone 2 parce qu'on a tendance à, parfois aller trop vite en montée, et c'est problématique. Il faut savoir que quand on est amateur, logiquement, dès que ça monte, on est quasiment plus en zone 2 si on veut continuer à courir. Il faut accepter de marcher. Puis après, si on a un niveau un peu plus élevé, à un bon niveau, là, on peut se permettre de courir, mais il faut aller très, 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 très doucement. Et de toute façon, vous allez vous en rendre compte, hein, si vous vous essoufflez, si vous allez trop vite. Il faut marcher. Même les meilleurs mondiaux, les meilleurs coureurs au monde marchent en montée sur leurs entraînements d'endurance, hein. Vous les voyez faire à la télé les beaux sur les clips et les pubs, mais si vous leur demandez, ils vont vous dire oui, bah j'ai fait ça parce que c'était un shooting, pardon. Shooting photo ou vidéo et ça rend bien, mais en vrai, c'est pas ce qui se passe. Il faut bien donc ajuster votre vitesse. Vous allez pouvoir avoir aussi une nette différence entre le coureur rapide et le coureur non rapide. Un coureur rapide qui a une VMA de plus de 20 km/h, il va pouvoir être en zone 2 jusqu'à 14-15 à l'heure. Donc il va faire ses footings d'endurance jusqu'à 14-15 à l'heure. Il va presque récupérer, on va dire, à ce stade-là. Il peut même
être un peu plus haut, chez les coureurs les plus efficaces. Attention, c'est coûteux au niveau, musculaire, articulaire, parce qu'on a beaucoup plus d'impact. C'est ce qui différencie aussi beaucoup le travail de zone 2 en course à pied du travail zone 2 en vélo. Comparativement au vélo, en course à pied, on va passer moins de temps en zone 2. Parce que comme ça correspond à des allures plus rapides, donc des chocs plus importants et des contraintes plus importantes sur le corps, si on bouffe que de la zone 2 pendant nos entraînements d'endurance, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de coureurs, que ça soit sur route ou en trail, avec un excellent niveau, qui font beaucoup de zone 1 aussi. Et c'est valable pour nous aussi en tant qu'amateurs. Mais quand on est amateur, comme la zone 2, c'est moins rapide, on va dire qu'en course à pied, on peut se permettre de faire un peu plus de zone 2 quand on a des vitesses faibles. En dessous de 12 km/h si vous êtes en zone 2, déjà ça passe mieux. Vous pouvez faire plus de pourcentage de votre temps d'entraînement en zone 2 potentiellement. Attention donc si vous êtes un coureur rapide et attention encore une fois avec le trail et les montées, le dénivelé. Chez le cycliste, les spécificités, c'est un peu le même concept qu'en course à pied, c'est-à-dire que c'est facile de dériver en zone 3 dès qu'il y a une montée, de dériver en zone 3 dès qu'on est en groupe, ça c'est important, et quand on passe nos relais. Donc si vous faites de la zone 2 et que vous voulez vraiment travailler la zone 2, soit vous trouvez un partenaire d'entraînement qui est à votre niveau, soit vous y allez tout seul. Vous faites du home trainer si vraiment vous aimez ça. Et vous ne fiez pas que à la puissance. La puissance, c'est une donnée fixe. Dépendamment de votre forme du jour, de votre fatigue du jour et surtout votre fatigue le long de la sortie, vous allez avoir toujours la même puissance qui est affichée si vous appuyez pareil sur les pédales. Le problème, c'est que si vous avez une zone 2 à 180-200 watts à la base, vous serez plus en zone 2 à 180-200 watts en fin de séance, après 3-4 heures. Donc c'est là que c'est intéressant d'utiliser le ressenti, la respiration et aussi la fréquence cardiaque. Parce que l'avantage de la fréquence cardiaque, c'est que avec la fatigue, notre fréquence cardiaque a tendance à être plus élevée, à dériver pour la même puissance. Donc là où chez un cycliste, ou ça peut être le cas aussi chez un coureur à pied, hein, au départ vous allez être à 200 watts pour votre et à votre fréquence cardiaque de zone 2. Et ben, au bout de 2, 3, 4 heures d'effort, pour la même puissance, vous serez dans votre zone 3 de fréquence cardiaque. Donc il faut plutôt descendre la puissance, ajuster la puissance et surtout pas faire l'erreur de vous focaliser que sur votre puissance. Quand on est coureur à pied, on se focalise pas que sur l'allure parce qu'en fin de sortie, on va forcément se retrouver à faire de la zone 3 et à beaucoup, se fatiguer pour pas grand chose et on n'est plus dans le même objectif d'entraînement. Ça, c'est les spécificités. Autre spécificité, c'est qu'on voit beaucoup le travail de zone 2 chez les professionnels, en cyclisme, encore plus que chez les coureurs à pied et trail runners. Pourquoi? Parce que c'est un sport porté. Il y a pas de choc. Donc on peut cumuler beaucoup de charges à cette intensité. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un comme Pogacar, on a entendu que sa zone 2 allait jusqu'à 320-340 watts et qui va faire 140 watts pendant des heures et des heures. Et c'est aussi pour ça que chez les élites, l'entraînement zone 2 est souvent associé, donc l'endurance, à des consommations de glucides qui sont énormes, hein. On est sur du 100-120 grammes de glucides par heure. Eh oui, mais ils sont à 320-340 watts. Ils en ont besoin de ces glucides. Vous vous rendez compte la quantité d'énergie que ça représente? Ils font ça pendant 3, 4, 5 heures. Chez un amateur, si vous faites 200 watts, c'est déjà génial. Si vous faites 200 watts, vous n'avez pas besoin de consommer 100-120 grammes de glucides, peut-être 60. On y reviendra dans les erreurs fréquentes euh, qu'il faut préciser. Mais voilà, vous comprenez déjà avec tout ce qu'on vient de voir que quand on parle de zone 2, tout de suite, il faut vous remettre dans votre contexte à vous, hein, et ne pas comparer avec les élites et les sportifs. Le concept de la zone 2, il s'applique à l'amateur, il est utile, tout aussi utile chez l'amateur, mais on parle pas de la même chose. On parle d'une zone 2 à 15 km/h et plus chez un marathonien de très 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 haut niveau. On parle d'une zone 2 de 320-340 watts chez un cycliste pro tour, alors que chez l'amateur, ça va être du 10 km/h en course à pied
et du 180 watts sur un vélo. Vous vous rendez compte? C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout les mêmes demandes physiologiques, métaboliques. On va basculer sur la partie importante des erreurs qui peuvent, vraiment saboter vos progrès. L'erreur numéro un quand on veut travailler la zone 2 et qu'on du coup on le fait mal, c'est courir, rouler trop vite. Et c'est notamment quand on veut travailler notre endurance fondamentale, notre endurance active, la zone 1, la zone 2. On se dit: «Bon, aujourd'hui, j'ai pas de fractionné à faire, j'ai pas d'intensité, je roule en endurance». Mais en fait, vous faites tout en zone 3. Ça, c'est le piège classique. Vous allez toujours un peu trop vite, vous êtes jamais dans vos zones. Toujours vous fier à votre RPE qui doit rester à 2-3/10 si vous faites de l'endurance, à votre respiration, au test de la parole qu'on a, développé. On le valide tout le temps. Si c'est pas validé, vous êtes au-dessus de vos zones d'endurance et vous ne bénéficiez plus totalement des adaptations qu'on recherche. Rappelez-vous, si vous allez trop vite, on tape plus notamment par exemple dans le fat max, dans l'oxydation maximale des graisses. Donc on développe pas un moteur efficace, résistant, très endurant. Si vous faites en plus des courses longue distance, du marathon, des ultras en trail, même à vélo, bah ça prend aucun sens. Deuxième erreur fréquente, c'est on abandonne trop tôt. C'est-à-dire que le coureur ou le cycliste, il se dit: «OK, bah, j'ai entendu un podcast intéressant là par un mec là, Alexandre Auffray, il parlait de la zone 2, ça prenait du sens. Je vais tester» et puis vous acceptez enfin de ralentir, vous vous mettez dans la bonne zone, vous en faites pendant 2-3 semaines, ça vous plaît pas. Et vous dites: «Bon, de toute façon, je vois pas de bénéfice, je vois pas que ça progresse». En fait, il faut comprendre que, contrairement au travail d'intensité qui peut, vous permettre en 3-4-6 semaines d'obtenir quand même certains bénéfices intéressants, c'est assez rapide les progrès dans les zones d'intensité. Le travail de fond d'endurance, il se fait sur des semaines et des mois à l'année. Donc c'est un changement qu'il faut faire dès maintenant et qu'il faut faire sur des mois. Donc vous dites: «Je reste discipliné» et ça, je l'applique sur plusieurs mois et j'abandonne pas avant. Je me fixe, je me dis: «Cette année, je fais ça» ou au pire pendant 2-3 mois minimum, je fais ça. Troisième erreur fréquente, on oublie la partie intensité. On se dit: «Je fais que de l'endurance, que de la zone 2». Bah, si vous voulez faire du sport pour votre santé, c'est très pertinent. Si vous voulez faire du sport pour votre santé et à la fois pour vos performances, eh ben, faire que de la zone 1 ou de la zone 2, ça va pas être pertinent. On va devoir ajouter un travail d'intensité, à savoir de la zone 3, de la zone 4, de la zone 5, en fonction, bah, des objectifs de votre entraînement, des qualités que vous voulez développer et cibler et puis, de la spécificité de votre, course. On va pas faire les mêmes programmes d'entraînement si on prépare un marathon sur route, si on prépare un ultra trail en montagne ou si on prépare une cyclo ou un critérium. Vous voyez que c'est complètement différent. Donc important d'avoir un entraînement plutôt polarisé. On va y revenir juste après quand je vais vous expliquer les concepts d'entraînement autour de la zone 2. Pro 4e erreur, pardon, fréquente, c'est que vous voulez tout faire en zone 2, en haut de zone 2, à la limite max. Pourquoi c'est une erreur? Parce que, du coup, vous avez des risques d'être un peu trop difficile de tout faire en zone de haut. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un peu trop en zone 3. Alors attention, c'est pas une limite fixe. D'un coup, vous allez basculer d'une filière à l'autre, d'une zone à l'autre. C'est une continuité, hein, attention, faut faire attention. Faut pas tomber dans l'extrême. Mais si vous faites tout au max de la vitesse d'endurance que vous pouvez vous autoriser, en vous disant: «Ouais, ça va être plus efficace». Non, vous risquez de faire plus d'erreurs à cibler ça, vous risquez de vous fatiguer plus, d'avoir moins de chances de tomber sur votre, fat max, votre oxydation maximale de graisse, vous pouvez la louper du coup. Il vaut mieux cibler la zone 2 au milieu, au départ, même basse, pour être sûr de travailler. Vous allez beaucoup moins prendre entre guillemets «de risques». Vous allez obtenir tout autant de bénéfices, si ce n'est plus, sans, pour autant louper les effets positifs de, l'endurance. Et 5e point, c'est négliger la nutrition, l'hydratation et la récupération. C'est pas parce que vous faites de la zone 2 qu'il faut plus manger, qu'il faut pas boire et qu'il faut pas récupérer d'une séance à l'autre. Certes, vous pouvez accumuler pas mal de volume, pas mal d'heures en zone 2, même sur des sorties longues, mais il faut bien s'alimenter à l'effort.
On l'a vu, pas comme les pros vont avoir besoin de plus de 90 grammes par heure parce que c'est des niveaux d'intensité et d'effort très soutenus en soi. Pas en termes d'intensité relative, mais en termes de production d'énergie. Nous, chez l'amateur, voilà, entre 40 et on va dire maximum 80 grammes de glucides par heure chez un athlète de bon niveau. Voilà, c'est pertinent au-delà de 1 heure d'effort de taper là-dedans. Hydratation très important, hein, que vous fassiez de la zone 2 ou autre, tout autre type d'effort, qu'on fait plus d'une heure de sport, d'entraînement, on boit entre 500 et 800 millilitres, voire 1 litre d'eau par heure. J'ai fait un épisode complet sur le sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Tout pour ma santé, sur l'hydratation. Et j'ai aussi spécifié certaines choses concernant la nutrition, donc c'est intéressant d'aller voir tout ça. Attention pour la récup, dernière précision, la zone 2, c'est pas de la récup en soi. On fait du volume. Les jours où vous devez faire vraiment très facile et de la récup, vous faites de la zone 1, vraiment tranquille. Tout footing super léger ou sur le vélo, c'est vraiment je pédale mais je force pas quoi, je laisse tourner les jambes. Voilà. Maintenant, on peut enchaîner avec la structure. Comment on va structurer notre travail de zone 2? Et globalement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un modèle d'entraînement qui semble fonctionner, qui est efficace. Ça veut pas dire que c'est le seul qui fonctionne, mais si vous avez pas de coach, et si vous voulez faire les choses intelligemment et optimiser vos chances de progresser, c'est bien de commencer par là. Ce modèle, c'est l'entraînement dit polarisé 80-20, vous avez peut-être entendu parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 80 de vos entraînements seront en zone 1, zone 2 et les 20 restants seront en zone 3, zone 4, zone 5 surtout, où on fait des intensités. Comment on l'applique concrètement? Vous avez 80 de vos séances qui sont en endurance zone 1, zone 2 et 20 qui vont être des intensités. C'est-à-dire que si vous entraînez 5 à 6 fois semaine, grand max, vous allez avoir 2 séances intenses par semaine, pas plus. Donc ça fait réfléchir parce qu'il y a beaucoup de coureurs, et vous êtes peut-être dans ce cas-là, beaucoup de cyclistes, et vous êtes peut-être dans ce cas-là, qui font 3 entraînements par semaine. Ils font une sortie longue, 2 fractionnes. C'est pas certain que ça soit le plus pertinent. Ça accumule beaucoup de fatigue, il y a pas assez de travail de volume en endurance. Peut-être que faire qu'une seule séance dans ce modèle-là d'intensité, ce sera plus pertinent. On le verra par la suite avec les programmes que je vais vous décrire facilement sur le niveau débutant, intermédiaire et avancé. En ce qui concerne la part, les 80 en endurance, en zone 1, zone 2, comme je l'ai dit au début du podcast, plus on est fort, plus on fait du volume, plus sera réduite la part de zone 2 au profit de la part de zone 1. Plus on est un athlète avec un volume un peu plus faible, donc moins de 5 heures, moins de 8 heures même par semaine, et plus on va pouvoir faire un pourcentage plus élevé zone 2 pour optimiser un peu tout ça. Ça ne veut pas dire que la zone 1 sert à rien, mais vous pouvez la garder pour votre sortie récup par exemple. Et la zone 2, vous la faites sur vos échauffements d'endurance, de fractionnés, sur votre sortie longue essentiellement. Chez un athlète qui fait un volume d'entraînement un peu plus conséquent, on considère qu'il faut 60-70% de zone 1 sur la part totale d'endurance et puis 30 à 40% de zone 2. On va pouvoir du coup appliquer ce modèle d'entraînement polarisé sur des exemples de programmes complets. Je vais prendre l'exemple de la course à pied, mais on pourra faire aussi un programme vélo, c'est le même principe en soi, même si les entraînements sont bien entendu différents, hein, on est d'accord. En ce qui concerne les entraînements et on va dire les différents programmes que vous pouvez éventuellement suivre, on peut commencer par le programme, on va dire, niveau, débutant. Alors pas forcément débutant, mais avec un volume un peu plus faible, 3 séances par semaine. Si vous voulez travailler votre zone 2 sur ce genre de volume, 3 séances par semaine sur du 3-4 heures semaine, hors renforcement musculaire, c'est très important de rajouter du renfort. Vous pouvez structurer votre, semaine de la sorte. Vous pouvez faire lundi repos, mardi, un footing de 30 minutes à 1 heure en fonction de votre niveau en zone 2 sur terrain plat. Vous faites tout en zone 2. Le mercredi, vous pouvez faire du repos. Le jeudi, vous pouvez faire
à nouveau de la zone 2 sur terrain plat sur 30 à 60 minutes, en intégrant éventuellement au milieu quelques sprints, si vous le souhaitez. Et puis une sortie plus longue en commençant par, si vous n'avez pas l'habitude, 50 minutes et toutes les semaines vous augmentez de 5 minutes en 5 minutes votre sortie longue, pas plus, pour aller jusqu'à 80 si vous faites 80 minutes déjà si vous faites de la course, sur route et du renforcement musculaire le dimanche. Ça vous fait, voilà, une semaine type que vous pouvez utiliser et ça va vous permettre on n'a pas mis encore les intensités parce qu'on veut construire la base. Donc il faut au moins commencer par ça et construire votre base en endurance et ça, j'ai développé dans le podcast l'épisode sur l'endurance fondamentale. Ensuite, on peut basculer vers un programme un peu plus intermédiaire soutenu où là, on va intégrer des intensités. On va peut-être augmenter aussi notre fréquence d'entraînement, 5 séances par semaine. Et là, on va pouvoir appliquer le modèle polarisé avec ses 80%, 20%. Sur des entraînements, des volumes pas forcément énormes, hein. On peut faire du 5-6 heures à pied, en course à pied, on peut faire du 8 heures sur le vélo, et ça peut très, très bien fonctionner. Vous pouvez faire le lundi, vous faites un entraînement de 45 minutes si c'est de la course à pied ou 1 heure si c'est du vélo, vous faites de la zone 2, terrain plat. Voilà, vous pouvez vraiment lisser votre effort et rester dans votre zone. Le mardi, faire une séance de fractionné, pourquoi pas du seuil, 3 fois 5 minutes. Sur votre séance. Le mercredi, vous faites à nouveau une séance de 45 minutes à 1 heure de zone 2. Le jeudi, vous pouvez refaire un peu de fractionné, type VMA ou sprint court pour travailler la vitesse, sprint aussi sur le vélo ou de la VO2 sur le vélo. Et puis, vous allez pouvoir le week-end éventuellement faire le vendredi un footing de récup avant le week-end et le samedi une sortie longue. On va commencer par 1 heure si vous faites de la course à pied. Vous faites le début en zone 1 et la fin en zone 2, puis en zone 2 un peu haute sur la fin de sortie. C'est ce qu'on appelle une sortie longue progressive. Ça, c'est intéressant. Puis vous augmentez de 5 minutes en 5 minutes la durée de vos séances d'entraînement sur au moins 8 semaines. Et après, quand on a un programme, on va dire, avancé, avec vraiment encore plus de séances par semaine, jusqu'à même 6 séances par semaine, là, vous allez pouvoir travailler avec des volumes plus conséquents et vous allez intégrer de la zone 1 un peu plus. Les jours de récup, le début des sorties longues. Si vous comparez à un ultra, que vous faites des sorties longues de 3 heures et plus, bah, vous faites beaucoup de zone 1 et vous faites les montées en zone 2, par exemple, pour simuler l'effort course. Et sur vos travails de fractionner, plutôt que de faire des intensités rapides et élevées, vous allez plutôt travailler du tempo de la zone 3 en côte, en montée pour vous familiariser avec l'effort. C'est pareil en vélo si vous faites des cyclosportives avec des montées de col. Voilà, c'est le type d'effort. Les différents programmes, ils sont accessibles sur mes articles. Hein, de la zone 2, course à pied, zone de vélo. Vous allez pouvoir, je vous invite vraiment à les utiliser. Vous pouvez en plus les télécharger et puis voir un peu ce que ça donne. Ça peut vous donner des bases de programmes d'entraînement qui sont quand même relativement simples à utiliser et qui peuvent vous permettre, c'est des phases de 8 semaines que j'ai proposées, ça vous permet de structurer les choses correctement, puis vous avez la partie renforcement musculaire avec des idées pour intégrer tout ça. Et globalement, la zone 2, en ce qui concerne les séances d'entraînement en zone 2, on a différentes façons de la travailler. On peut l'intégrer à l'échauffement et en échauffement et en retour au calme sur une séance, peu importe laquelle. Et ensuite, au milieu de votre séance, bah, si vous ne faites pas du fractionné, vous pouvez faire de la zone 2. Ça peut être une sortie continue classique où on fait X minutes dans sa zone 2. Ça peut être une sortie longue, progressive, où on fait la première heure en zone 1, la deuxième heure en zone 2 bas, et puis les dernières 30 minutes en zone 2 un peu plus sur la limite haute pour travailler la fatigue, la durabilité. Vous pouvez aussi avoir de la zone 2 avec variation de terrain, c'est-à-dire que vous faites votre zone 2 essentiellement en montée. Donc, c'est valable en trail, c'est valable sur le vélo, vous faites des montées de col, vous faites des montées de côte, et vous faites de la zone zone 2 surtout en montée, et le reste en descente. Vous laissez la fréquence cardiaque et l'intensité diminuer progressivement, et c'est utile. Donc vous pouvez soit le faire en continu, votre zone 2, soit en fractionné. Attention à pas faire
5, 6, 7 heures d'affilée en zone 2. Même les pros, ils font pas trop ça. Ils essaient de travailler leur zone 2 sur des périodes de 30 minutes et avec des périodes de récup courtes de 5, 10 minutes entre chaque. Ça permet aussi d'avoir moins de monotonie, mais en soi, on peut cumuler 2-3 heures d'affilée en zone 2. C'est plus coûteux, il faut bien s'alimenter et bien s'hydrater et pas faire d'erreurs. Voilà. Pour conclure, je vais aussi vous présenter un peu mon expérience personnelle avec la zone 2. C'est difficile déjà à définir et à ressentir sur soi si on n'a pas les bonnes informations, les bons outils. C'est pour ça que je vous ai développé tout ça au sein de ce podcast, parce que il y a la théorie et après il y a la pratique sur le terrain. J'ai la chance en plus d'utiliser certains autres outils de mesure, notamment le lactate, et ça permet de se rendre compte que quand on n'est pas un coureur professionnel d'un excellent niveau, il faut rester à sa place et on est vite dans des zones d'intensité trop élevées, on quitte vite notre fameuse zone 2. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on est honnête, objectif et qu'on se concentre sur notre respiration et notre sensation d'intensité d'effort, globalement, de par mon expérience, on est dans la bonne zone. C'est pour ça que j'ai bien insisté là-dessus et que je vous ai décrit tout ça. En termes de fréquence cardiaque, c'est pareil, c'est individuel. Personnellement, parce que j'ai un volume d'entraînement conséquent et des années d'expérience d'entraînement continu entre elles et notamment avant beaucoup sur à véloroute et maintenant les deux pour avoir un volume conséquent. En fait, ma zone 2, je peux pas non plus y rester tout le temps. Je peux pas faire toutes mes sorties d'endurance en zone 2 parce que c'est trop coûteux en termes d'énergie, c'est trop coûteux pour l'organisme en termes de choc quand c'est de la course à pied. Donc il faut faire attention à pas tomber dans le piège de faire tout en zone 2. Parce que ça fatigue quand même la zone 2. Surtout quand on est entraîné. C'est une zone où, quand on a un bon niveau, c'est une zone qui est quand même demandeuse. Mais, et ça correspond à l'expérience des professionnels, hein. Si vous écoutez un cycliste pro qui vous dit: «Moi, je fais vraiment de la zone 2 fat max», comme ils appellent, ils sont tout le temps constamment à pédaler, appuyer sur les pédales et il faut se concentrer, quoi. Donc là, c'est un peu pareil. Et de par mon expérience personnelle, je trouve en tout cas que cette zone-là, elle est beaucoup trop surestimée par rapport aux bénéfices qu'elle peut qu'elle peut fournir. Chez l'amateur en tout cas. À partir du moment où vous restez en endurance, c'est la priorité, que ça soit de la zone 1 ou de la zone 2. Parce que finalement, chez la plupart des gens qui ont moins de volume d'entraînement que ce que je viens de décrire pour mon cas perso, on est vite sur enfin, on n'a pas beaucoup de marge et donc la zone 1, zone 2, elle est vite, assez, on va dire, resserrée et donc du coup, le plus important, c'est de rester en endurance. C'est ça qui va vous faire progresser le plus et ça passe par le test de la parole à l'effort et les sensations. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important, mais sincèrement, si vous prenez le temps de vraiment respecter les bonnes intensités, de rester en zone 2, en zone 1 sur vos sorties d'endurance et de travailler vos intensités intelligemment et de laisser suffisamment de récupération entre chaque séance. De par mon expérience personnelle, ça fonctionne bien et on progresse bien. La difficulté, si vous êtes self-coach, que vous êtes tout seul à vous entraîner, vous n'avez pas de coach, c'est de justement trouver le bon équilibre. Déjà, être sûr de trouver les bonnes vitesses, les bonnes allures, les bonnes intensités, et puis de savoir placer les séances au bon moment en fonction de votre stress et votre récupération. Donc il faut analyser aussi ce que vous avez au quotidien, le stress qui se surajoute du quotidien, qui vient se cumuler au stress de l'entraînement, le stress physique. Vous avez vos capacités de récupération qui sont uniques en fonction de votre niveau de forme actuel, en fonction de votre expérience. Et après, vous avez les intensités qui vont devoir être ciblées en fonction de les qualités que vous voulez développer pour vous préparer pour votre objectif. Le tout cumulé, c'est très difficile de tout gérer tout seul. Donc, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est que là, si vous voulez vous concentrer sur une chose, là, dès à présent, ciblez une seule chose et dites-vous, OK, là, je vais, quand c'est facile, quand ce sont des entraînements d'endurance, c'est facile. Je me concentre sur ça et je veux rester facile à l'effort. Quitte à être trop lent, je vais être discipliné. Je resterai facile 80% de mes séances.
Quand c'est dur, c'est dur. Je me permets de forcer, de faire mes intensités, quel que soit le fractionné que vous avez choisi. Déjà, si vous respectez ça et que vous récupérez bien entre vos séances, vous adaptez bien votre alimentation, votre sommeil surtout, c'est indispensable. Là, derrière, vous allez sûrement avoir de super progrès sans complexifier votre programme. Le reste, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Voilà ce qu'il faut retenir concernant cet épisode. Votre zone 2, elle est utile, mais elle n'est pas magique. On vient de voir que c'est un ensemble. C'est très important pour les prochaines étapes de bien la définir, votre zone 2. Donc, si vous avez besoin d'utiliser le cardio, faites le bon test. Définissez les bonnes zones. Définissez et mesurez votre fréquence cardiaque maximale à l'effort, sur le vélo, en courant, en montée en trail. Et vous allez pouvoir utiliser donc mon guide complet sur le réglage et le calcul des zones de fréquence cardiaque, de puissance si vous faites du vélo, et également vous référer à mes différents programmes protocoles d'entraînement pour courir en zone 2 ou pédaler en zone 2. J'ai mis tous les liens indispensables dans la description. Si vous avez besoin de conseils, d'échanges personnalisés pour vous préparer, pour faire votre programme d'entraînement, ou encore pour vraiment vous préparer spécifiquement pour un objectif, que ce soit en course à pied, en trail, en ultra ou sur le vélo, vous pouvez me contacter et utiliser mon chat privé que j'ai mis en place. C'est un service bien à part, bien spécifique, où vous pouvez communiquer exclusivement avec moi, avec un chat privé. On peut échanger, on peut adapter les choses. Donc, si vous êtes tout seul à vous entraîner, mais vous avez besoin d'ajustement et d'avoir un retour, un feedback, c'est l'occasion d'utiliser ce service. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser mes différents programmes de renforcement musculaire. C'est pas le sujet du podcast, mais on a vu au travers des différents épisodes, greffer du renforcement musculaire en course à pied, en trail et en vélo, ça reste indispensable, tout aussi important finalement que tout ce qu'on vient de voir, parce que c'est un ensemble, c'est un équilibre. Et n'oubliez pas que l'on fait du sport pour notre santé et notre bien-être, avant tout. D'où l'intérêt de travailler la zone 2, l'endurance, parce que ça fait du bien à notre corps, parce qu'on n'est pas en train de le fracasser à chaque séance, parce que ça fait du bien à la tête, parce que ça nous relaxe aussi quelque part, ça diminue le stress du quotidien, c'est super sain, quels que soient les paramètres qu'on observe sur notre corps, ça fait que du bien. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre attention. Et pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Si vous avez besoin et envie de me soutenir, vous pouvez également partager l'épisode, vous abonner à la chaîne du podcast, commenter, me poser vos questions en commentaire, allez sur mon site toutpourmasanté.fr, me poser vos questions directement, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde, tout le temps. C'est valable aussi pour YouTube d'ailleurs. Et donc, d'ici le prochain épisode, surtout continuez à bien prendre soin de votre santé, à bien vous entraîner, à rester dans la bonne zone, en zone 2, la vôtre, celle qui vous est personnelle, en la déterminant sur le terrain, parce que ça, personne ne pourra le faire à votre place. Allez, à très vite.